Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Certains secrets ne devraient jamais être révélés. Mais ce soir, je vais vous emmener dans un voyage au cœur d'un mystère terrifiant qui hante encore. Aujourd'hui, les habitants d'un village perdu dans les montagnes. Préparez-vous à découvrir pourquoi certains brouillards ne se dissipent jamais vraiment et pourquoi. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre ce qui se cache derrière le voile de la brumeux. Village de Saint-Morgan-des-Brumes se dresse comme une sentinelle oubliée au creux d'une vallée encaissée. Là où les montagnes semblent se refermer sur elles-mêmes tel un piège de pierre millénaire, les maisons de pierre grise s'accrochent aux flancs escarpés comme des cicatrices anciennes, leur toile ardoise luisant sous la pluie perpétuelle qui berce cette région depuis des siècles. Ici, le temps semble s'être arrêté quelque part entre le Moyen-Âge et une époque que personne ne saurait vraiment définir, où les traditions séculaires continuent de régir la vie quotidienne avec une rigueur implacable. Les habitants, pas plus de 200 âmes en comptant les nouveau-nés et les anciens, vivent selon un calendrier mystérieux qui obéit à des règles que seuls les plus vieux connaissent. Encore, ils parlent à voix basse dans les ruelles pavées, échangent des regards entendus quand approche la saison froide et tous, sans exception, respectent une tradition qui remonte à la nuit des temps, chaque automne, quand les feuilles commencent à roussir et que l'air se charge d'une humidité glaciale. Ils savent qu'il faut se préparer à l'arrivée du brouillard, mais pas n'importe quel brouillard, qui enveloppe Saint-Morgan-des-Brumes à cette période de l'année. C'est une masse vaporeuse vivante qui descend des hauteurs comme un animal affamé, dense et opaque au point qu'on ne distingue plus sa propre main tendue devant soi. Il arrive toujours la même semaine, celle qui suit la Saint-Michel, et persiste pendant exactement 21 jours, ni plus ni moins, avant de se retirer aussi mystérieusement qu'il est venu pendant ces 3 semaines maudites. Les habitants de Saint-Morgan-des-Brumes se transforment en reclus volontaires, les volets se fermant avec un claquement sinistre qui résonne dans les rues désertes. Les portes se barricadent avec des verrous multiples et pas une âme ne se risque dehors. Même pour les tâches les plus urgentes, les provisions s'accumulent dans les caves depuis des mois. Les réserves d'eau se remplissent jusqu'à bord, et chacun s'enferme chez soi en attendant que passe cette malédiction annuelle. Les plus anciens du village racontent, à qui veut bien les écouter, que cette tradition remonte à plus de QATR siècles, quand leurs ancêtres ont appris à leurs dépens ce qui se cachait dans les volutes de ce brouillard particulier. Ils parlent d'une époque où les gens ne connaissaient pas encore la règle sacrée, où certains osaient encore sortir par curiosité ou par nécessité pendant ces journées maudites. Mais ceux qui bravaient l'interdit ne revenaient jamais tout à fait les mêmes. Quand il revenait, Marie-Claire Dubois, la doyenne du village à 92 ans, garde encore en mémoire les récits de sa grand-mère, qui avait elle-même été témoin de disparitions inexpliquées au début du siècle dernier. Elle raconte, de sa voix chevrotante mais ferme, comment son propre grand-père avait tenté de braver le brouillard pour aller soigner une vache malade dans l'étable. On l'avait retrouvé 3 jours plus tard, errant dans les bois, complètement amnésique, répétant inlassablement des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. Les légendes, LECAL, s'évoquent des créatures ancestrales qui habiteraient les brouillards d'automne. Des entités ni tout à fait mortes ni vraiment vivantes qui cherchent constamment à attirer les vivants vers leur royaume de vapeur et d'oubli. Certains parlent des enfants perdus d'une époque révolue, des âmes d'innocents qui auraient péri dans quelque catastrophe oubliée et qui reviendraient chaque année chercher de la compagnie parmi les vivants. D'autres murmurent qu'il s'agit d'une malédiction ancestrale jetée sur la vallée par une sorcière accusée à tort et brûlée vive sur la place du village est liée à des siècles de cela, peu importe la version que l'on choisit de croire. Une chose demeure certaine dans l'esprit de tous les habitants, le brouillard n'est pas naturel et il vaut mieux ne pas s'y frotter. Cette sagesse populaire se transmet de génération en génération avec une constance remarquable, et même les plus jeunes, pourtant tentés par la modernité et le scepticisme, finissent par respecter la tradition familiale. C'est dans ce contexte que la famille Moreau débarque à Saint-Morgan-des-Brumes par un matin de septembre où les premiers froids commencent à mordre l'air matinal. Thomas Moreau, informaticien parisien de 38 ans, a décidé de changer radicalement de vie après un burn-out qu'il a laissé épuisé et désabusé par le rythme effréné de la capitale. Sa femme Isabelle, professeure de littérature, de 35 ans, partage son désir de retour aux sources et d'une existence plus authentique loin de la pollution et du stress urbain. Leur fille Emma, âgée de 8 ans, accueille ce changement avec la curiosité naturelle de l'enfance, excitée à l'idée de découvrir la vie à la campagne et de pouvoir enfin avoir un vrai jardin pour jouer. Elle est une petite fille vive et intelligente, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts pétillants de malice, qui pose constamment des questions sur tout ce qui l'entoure. Son caractère aventureux et intrépide fait la joie de ses parents, même s'il leur donne parfois quelques sueurs froides quand elle disparaît pour explorer les
Moindre recoin de leur nouvel environ, la maison qu'ils ont achetée se trouve à l'orée du village. Une bâtisse du XVIIIe siècle en pierre de taille qui a gardé tout son caractère rustique. Malgré quelques aménagements modernes, elle dispose d'un grand jardin qui s'étend jusqu'à la lisière de la forêt, offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes et sur la vallée qui s'étend en contrebas. Les pièces spacieuses aux poutres apparentes respirent l'authenticité et le calme. Exactement ce que recherchait la famille Moreau pour leur nouvelle vie rurale les premiers jours. Se déroule dans l'euphorie de la découverte et l'excitation de l'installation. Emma court partout en explorant chaque recoin de la propriété, découvrant avec émerveillement les mystères de la campagne, les traces d'animaux sauvages dans la boue, les nids d'oiseaux cachés dans les haies, les insectes qu'elle n'avait jamais vus en ville. Thomas et Isabelle s'affairent à aménager leur nouveau foyer, savourant le silence et la tranquillité qui contrastent si agréablement avec le vacarme parisien. Puis ils ont laissé derrière eux les premiers contacts avec les habitants du village, se révèlent plutôt chaleureux, même si une certaine réserve montagnarde se fait sentir dans les relations sociales. Les commerçants les accueillent poliment. Les voisins les plus proches viennent se présenter avec la traditionnelle bouteille de vin local et même le maire, M. Chabrol, leur rend une visite de courtoisie pour les souhaiter la bienvenue. Cependant, la famille Moreau remarque rapidement que certains sujets semblent tabous dans les conversations, comme s'il existait des non-dits que personne n'ose aborder ouvertement lors d'une visite à l'épicerie du village, tenue par Madame Girard, une femme ronde et avenante de la cinquantaine, qu'Isabelle entend pour la première fois parler du brouillard d'automne. En achetant des provisions pour la semaine, elle mentionne innocemment qu'elle a hâte de voir les couleurs de l'automne dans la montagne, et remarque immédiatement le changement d'expression de son interlocutrice. Le visage vieux et de Madame Girard se ferme instantanément, et elle jette un regard inquiet vers la porte, comme si elle craignait d'être entendue PRD. Oreille indiscrète, elle explique à voix basse qu'il existe certaines particularités locales qu'il vaut mieux connaître quand on s'installe dans la région, et que l'automne peut parfois réserver des surprises aux nouveaux arrivants. Sans entrer dans les détails, elle conseille à Isabelle de demander des précisions aux anciens du village qui sauront leur expliquer les traditions à respecter pendant cette période de l'année. Madame Girard termine la conversation en recommandant chaudement à la famille de faire des provisions importantes avant la fin septembre, car il arrive parfois qu'on ne puisse pas sortir de chez soi pendant plusieurs jours. D'affilée intriguée par ces allusions mystérieuses, Isabelle en parle le soir même à Thomas, qui hausse les épaules en évoquant les superstitions rurales qu'il faut savoir prendre avec philosophie, en tant qu'homme de science et de raison. Il ne croit guère aux légendes locales et suppose qu'il s'agit simplement de précautions liées aux intempéries automnales ou aux difficultés d'approvisionnement en cas de mauvais temps prolongé. Néanmoins, par prudence et pour ne pas froisser leurs nouveaux voisins, il accepte l'idée de constituer des réserves plus importantes que d'habitude. Emma, qui a surpris une partie de la conversation, pose 1000 questions à ses parents sur ces mystères villageois qui piquent sa curiosité d'enfant. Pourquoi faut-il faire des provisions? Qu'est-ce qui peut bien empêcher de sortir pendant plusieurs jours? Y a-t-il des animaux dangereux dans la forêt en automne? Ses parents tentent de répondre de manière rassurante, évoquant les caprices de la météo montagnarde et la nécessité de se prémunir contre les coupures d'électricité ou les routes bloquées par la neige précoce. Les jours passent tranquillement, rythmés par les travaux d'aménagement et les découvertes quotidiennes de leur nouvel environnement. Emma s'est rapidement fait une amie en la personne de Julie, la fille des voisins, une petite blonde de son âge avec qui elle partage ses aventures exploratrices dans le jardin et aux alentours de la propriété. Les deux fillettes passent des heures à construire des cabanes dans les arbres, à observer les écureuils et à inventer des histoires fantastiques inspirées par la beauté sauvage de la nature environnante. C'est Julie qui, la première, évoque l'existence du brouillard spécial en expliquant à Emma qu'il ne faut jamais sortir quand la brume devient trop épaisse en automne, selon les explications de la fillette. Rapportant fidèlement les mises en garde de ses parents, le brouillard peut parfois rendre les gens malades ou confus, et c'est pour cela que tout le monde reste chez soi en attendant qu'il passe. Emma écoute ces révélations avec fascination, son imagination d'enfant transformant immédiatement ses précautions raisonnables en aventures mystérieuses, pleines de dangers excitants. Thomas, de son côté, commence à s'intégrer dans la vie sociale du village en participant aux activités de l'association locale des nouveaux arrivants. C'est là qu'il rencontre Pierre Castellan, un ancien ingénieur qui s'était installé dans la région il y a une dizaine d'années et qui lui prodigue ses conseils de vétéran pour s'adapter à la vie montagnarde. Pierre lui confirme l'existence de phénomènes météorologiques particuliers en automne, évoquant des brouillards exceptionnellement denses qui peuvent persister pendant des semaines entières. Selon Pierre, ces brouillards persistants sont liés à la configuration particulière de la vallée,
qui forment une sorte de cuvette où l'humidité s'accumule et stagne en créant des conditions atmosphériques très spécifiques. Il explique que les anciens du village ont développé une prudence excessive face à ces phénomènes, transformant une précaution météorologique raisonnable en véritable rituel superstitieux. Néanmoins, il conseille à Thomas de respecter les usages locaux, ne serait-ce que par courtoisie envers leurs nouveaux voisins et pour éviter de passer pour des citadins arrogants qui méprisent la sagesse populaire. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que nous explorons ensemble les mystères les plus troublants et les histoires les plus terrifiantes. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes surnaturelles, car chaque abonné donne plus de force à notre communauté et nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. D'ailleurs, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs qui vous permettront peut-être de remporter des lots exceptionnels liés au monde du mystère et de l'occulte. La première quinzaine de septembre s'écoule paisiblement dans une routine qui satisfait pleinement la famille Moreau. Thomas travaille depuis son bureau aménagé dans l'ancienne grange, profitant de la connexion internet correcte et du CALM ABSOLU qui favorise sa concentration et sa productivité. Isabelle prépare la rentrée scolaire d'Emma tout en explorant les ressources de la bibliothèque municipale, où elle découvre une riche collection d'ouvrages sur l'histoire et les traditions régionales qui passionnent son âme de littéraire. Emma, quant à elle, vit ses derniers jours de vacances avec l'insouciance de l'enfance, multipliant les découvertes dans son nouveau territoire de jeu. Elle a établi ses quartiers secrets dans un grand chêne au fond du jardin, d'où elle peut observer les allées et venues des animaux sauvages tout en gardant un œil sur la maison familiale. La fillette a développé une véritable passion pour la nature qui ravit ses parents. Habitués à la voir scotchée devant ses écrans dans leur ancien appartement parisien, c'est vers le 20 septembre que les premiers signes avant-coureurs du phénomène annuel commencent à se manifester dans le comportement des habitants. Les conversations changent de ton dans les commerces et les lieux publics. Une tension sourde imperceptible s'installe dans l'atmosphère du village. Les gens parlent moins fort, regardent plus souvent vers le ciel. Et beaucoup semblent pressés de terminer leurs affaires courantes pour rentrer chez eux plus tôt que d'habitude. Madame Girard multiplie les recommandations insistantes auprès de sa clientèle, suggérant à chacun de faire des achats importants pour les semaines à venir. Elle évoque des prévisions météorologiques particulièrement défavorables, des risques de coupures d'électricité prolongées, et la nécessité de se prémunir contre les difficultés d'approvisionnement qui surviennent régulièrement. À cette époque, Isabelle remarque que l'épicière semble étrangement nerveuse et qu'elle évite soigneusement de croiser son regard quand elle évoque ses précautions. Thomas observe également des changements dans l'attitude de Pierre Castellan. D'habitude, s'il est tendu et bavard lors de leurs rencontres amicales, son nouvel ami se montre plus distant et préoccupé, répondant de manière évasive aux questions sur les activités prévues pour octobre et semblant éviter les sujets concernant l'avenir proche. Quand Thomas lui propose de programmer une randonnée en montagne pour la première semaine d'octobre, Pierre décline l'invitation avec un empressement inhabituel, prétextant des obligations familiales urgentes. Le comportement de Julie change également de manière notable, la petite fille devenant plus taciturne et inquiète dans ses jeux avec Emma. Elle évite désormais de s'éloigner de la maison et refuse catégoriquement de jouer dans la partie du jardin qui toucha la forêt, alors que c'était son endroit préféré la semaine précédente. Quand Emma lui demande la raison de ce changement, Julie répond seulement que ses parents lui ont interdit de s'aventurer trop loin parce que la saison dangereuse approchait. Emma rapporte ces étranges modifications de comportement à ses parents, qui commencent même à s'interroger sur la nature exacte des traditions locales dont tout le monde parle à mots couverts. Isabelle tente d'obtenir des informations plus précises en consultant les ouvrages de la bibliothèque municipale, mais elle constate avec surprise que la plupart des livres d'histoire locale évitent soigneusement d'évoquer les particularités automnales du village. Seuls quelques passages énigmatiques font allusion à des périodes de retraite spirituelle ou à des traditions de recueillement saisonnier sans jamais entrer dans les détails. Thomas décide d'interroger directement le maire, M. Chabrol, lors d'une rencontre fortuite sur la place du village. L'édile, un homme de 60 ans au visage buriné par les années de montagne, accueille les questions avec une gêne manifeste et tente d'abord d'éluder le sujet en évoquant des superstitions rurales sans importance. Cependant, devant l'insistance polie mais ferme de Thomas, il finit par admettre qu'il existe effectivement des phénomènes météorologiques particuliers qui nécessitent certaines précautions de la part des habitants. M. Chabrol explique que chaque automne, la vallée connaît des épisodes de brouillard exceptionnellement denses qui peuvent persister pendant plusieurs semaines. Ces brouillards impénétrables rendent toute circulation extérieure extrêmement dangereuse, voire impossible.
car la visibilité devient nulle et les risques de chute ou d'accident se multiplient. La tradition locale consiste donc à s'enfermer chez soi pendant ces périodes. En attendant que les conditions météorologiques redeviennent normales, le maire insiste sur le fait qu'il s'agit d'une précaution parfaitement rationnelle face aux dangers réels que représentent ces brouillards, et non d'une quelconque superstition irrationnelle. Il mentionne plusieurs accidents graves survenus par le passé à des personnes qui avaient tenté de braver ces conditions climatiques extrêmes, justifiant ainsi la prudence excessive adoptée par la communauté villageoise. Néanmoins, Thomas perçoit dans ses explications une tension qui suggère que l'histoire complète n'est pas entièrement révélée. Le maire termine l'entretien en recommandant vivement à la famille Moreau de respecter cette tradition, ne serait-ce que par mesure de sécurité élémentaire. Il leur conseille de constituer des réserves alimentaires importantes et de vérifier le bon fonctionnement de leur système de chauffage, car ces épisodes de brouillard persistants s'accompagnent généralement de températures particulièrement basses. Enfin, il leur demande de maintenir leurs volets fermés pendant toute la durée du phénomène, officiellement pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la maison et n'endommage les installations intérieures. Thomas et Isabelle rentrent chez eux avec plus de questions que de réponses, mais décident néanmoins de suivre les conseils du maire par prudence. Ils organisent une grande séance de shopping dans les magasins de la vallée, constituant des réserves de nourriture, de bougies, de piles et de combustible pour la cheminée. Emma participe avec enthousiasme à ces préparatifs, y voyant une sorte de jeu de survie excitant qui transforme leur maison en véritable forteresse autonome. Les derniers jours de septembre s'écoulent dans une atmosphère de plus en plus tendue, comme si tout le village retenait son souffle en attendant un événement inévitable. Les rues se vident progressivement, les commerces fermant plus tôt, et même les enfants du village semblent avoir reçu l'ordre de ne plus jouer dehors après 16 heures. Emma remarque que Julie a complètement disparu de la circulation, ses parents ayant visiblement décidé de la garder constamment à l'intérieur de la maison familiale. Le 1er octobre arrive avec un ciel d'un gris métallique qui semble peser sur toute la vallée, comme un couvercle de plomb. L'air devient anormalement immobile sans le moindre souffle de vent, et une humidité glaciale s'installe progressivement malgré la température encore douce de la journée. Les oiseaux eux-mêmes semblent avoir déserté la région, laissant régner un silence pesant qui met les nerfs à vif de toute la famille Moreau. Passe la journée collée aux fenêtres, observant les changements subtils mais inquiétants qui s'opèrent dans le paysage familier. Les couleurs paraissent ternes et délavées, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité générale de l'environnement. Les contours des montagnes deviennent flous et imprécis, donnant l'impression que la réalité elle-même commence à perdre de sa netteté et de sa consistance. Thomas remarque des perturbations électroniques dans ses équipements informatiques, son ordinateur plantant à plusieurs reprises sans raison apparente. Le signal Internet devient capricieux et intermittent, et même la réception télévisuelle se dégrade de manière notable tout au long de la journée. Isabelle constate que sa montre s'arrête mystérieusement vers 17 heures et qu'aucune des horloges de la maison ne semble plus donner la même heure vers la fin de l'après-midi. Les premiers filaments de brume commencent à s'élever des creux du paysage comme une respiration fantomatique. Ces volutes vaporeuses s'épaississent rapidement, grignotant progressivement la visibilité et transformant le monde familier en un univers cotonneux. Irréel, en l'espace de quelques heures, le brouillard devient si dense qu'il devient impossible de distinguer le grand chêne au fond du jardin. Pourtant situé à moins de 50 mètres de la maison, la famille Moreau ferme consciencieusement tous les volets comme l'a recommandé le maire, plongeant leur demeure dans une semi-obscurité artificielle éclairée seulement par les lampes électriques. L'atmosphère de la maison change immédiatement, devenant plus feutrée et plus intime, mais aussi plus oppressante et plus anxiogène. Emma proteste vigoureusement contre cette claustration forcée qui la prive de ses jeux extérieurs et de ses observations naturalistes quotidiennes pour distraire leur fille et atténuer son sentiment d'enfermement. Thomas et Isabelle organisent des activités intérieures, jeux de société, séances de lecture, ateliers de dessin et de bricolage. Mais Emma se montre agitée et mécontente, tournant en rond dans la maison comme un animal en cage et réclamant constamment de pouvoir sortir dehors. Elle ne comprend pas pourquoi un simple brouillard nécessite de telles précautions, d'autant plus qu'elle a déjà vu des brumes matinales épaisses à Paris sans que cela pose le moindre problème. La première nuit se déroule dans un calme inhabituel, aucun bruit ne filtrant de l'extérieur à travers les volets clos. Habituellement, même dans ce village tranquille, on perçoit toujours quelques sons nocturnes, le passage occasionnel d'une voiture, les cris d'animaux sauvages, le bruissement du vent dans les arbres. Mais cette nuit-là, c'était un silence total qui enveloppe la maison, si profond qu'il en devient presque physiquement palpable et dérangeant. Emma a du mal à s'endormir dans cette atmosphère confinée.
se retournant sans cesse dans son lit et se plaignant de la chaleur étouffante qui règne dans sa chambre malgré la fraîcheur extérieure. Elle finit par rejoindre ses parents dans leur lit, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des mois, réclamant leur réconfort face à cette situation qu'elle ressent comme anormale et menaçante. Thomas et Isabelle passent eux aussi une nuit agitée, réveillés plusieurs fois par des sensations d'oppression et des impressions fugaces d'avoir entendu des bruits inexplicables. Le deuxième jour commence dans une pénombre grisâtre qui filtre à peine à travers les interstices des volets, donnant l'impression que l'aube n'est jamais vraiment arrivée, quand Thomas entr'ouvre prudemment une fenêtre pour évaluer la situation. Il découvre un mur de brouillard si compact qu'il ne peut même pas distinguer le perron de leur maison. La visibilité nulle confirme les avertissements du maire et justifie a posteriori les précautions prises par tous les habitants du village. Emma supporte de moins en moins cette réclusion imposée et multiplie les tentatives d'évasion, essayant d'ouvrir discrètement les portes ou les fenêtres pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Chaque fois, ses parents la ramènent fermement à l'intérieur en lui expliquant les dangers de cette brume inhabituelle. Mais la fillette reste persuadée qu'il exagère les risques par excès de prudence parentale. Elle commence à développer une véritable obsession pour ce brouillard mystérieux, passant des heures à essayer de percer ses secrets en observant les variations de densité à travers les volets mal joints. C'est au cours de la deuxième nuit qu'Emma entend pour la première fois les voix d'enfants qui l'appellent depuis l'extérieur. Elle se réveille vers 3 heures du matin avec la sensation nette que quelqu'un prononçait son nom dans le jardin et tend l'oreille dans l'obscurité de sa chambre. Au début, elle croit à un rêve persistant ou à un effet de son imagination stimulée par la situation inhabituelle, mais les voix se répètent avec une régularité troublante. Ce sont des voix d'enfants. Effectivement, des voix douces et amicales qui l'invitent à venir jouer dehors malgré l'heure tardive et les conditions météorologiques. Emma reconnaît parfois des intonations familières, comme si ses anciens camarades parisiens ou même sa nouvelle amie Julie l'appelaient. Depuis le brouillard, les voix semblent provenir de différents endroits du jardin, se déplaçant lentement autour de la maison comme si leur propriétaire tournait en rond dans la brume opaque. Astérisque. La fillette est d'abord tentée de réveiller ses parents pour leur faire partager sa découverte, mais elle craint qu'ils ne la croient pas ou qu'il attribue ses voix à son imagination d'enfant. Elle décide donc de garder le secret et d'observer le phénomène par elle-même, se levant discrètement pour coller son oreille contre les volets de sa chambre. Les appels mélodieux continuent pendant plusieurs heures, variant en intensité et en provenance, mais gardant toujours ce ton amical et engageant qui attire irrésistiblement la petite fille. Le troisième jour, Emma se montre particulièrement distraite et rêveuse, répondant à peine aux questions de ses parents et semblant constamment écouter quelque chose que personne d'autre ne perçoit. Elle passe de longs moments immobiles près des fenêtres, la tête légèrement inclinée, comme si elle tendait l'oreille vers des sons mystérieux qui lui parviendraient de l'extérieur. Quand Isabelle lui demande à quoi elle pense, Emma répond invariablement qu'elle écoute ses nouveaux amis qui lui racontent des histoires merveilleuses depuis le jardin. Thomas et Isabelle échangent des regards inquiets, supposant d'abord qu'il s'agit d'une réaction normale d'enfant face à l'enfermement et à l'ennui. Les AMIS imaginaires ne sont pas rares chez les enfants de cet âge, surtout dans des circonstances exceptionnelles qui stimulent l'imagination et la créativité. Cependant, ils remarquent que leur fille semble avoir des conversations précises avec ces entités invisibles, hochant la tête, souriant, et même chuchotant de réponses à voix basse. Emma explique à ses parents que ses nouveaux amis sont des enfants comme elle qui habitent dans le brouillard magique et qui connaissent plein de jeux extraordinaires qu'elle n'a jamais pratiqués. Ils lui ont raconté qu'ils vivent dans un monde merveilleux où il fait toujours doux, où les bonbons poussent sur les arbres, et où les adultes ne sont jamais fâchés ou inquiets comme le sont parfois les grandes personnes ordinaires, selon les dires d'Emma. Ses amis mystérieux l'invitent constamment à venir les rejoindre pour découvrir leur univers fantastique et participer à leurs aventures extraordinaires. Isabelle tente de détourner l'attention de sa fille en multipliant les activités ludiques et éducatives, mais Emma montre de moins en moins d'intérêt pour les distractions proposées. La fillette préfère rester près des ouvertures de la maison, communiquant silencieusement avec ses compagnons invisibles qui semblent exercer sur elle une fascination croissante. Elle refuse même de s'éloigner des fenêtres pour venir manger, prétextant qu'elle ne veut pas faire attendre ses amis patients qui l'attendent dehors avec tant de gentillesse. Thomas commence à s'inquiéter sérieusement du comportement de sa fille et décide de consulter discrètement un site médical sur son téléphone pour s'informer sur les troubles psychologiques infantiles liés au stress et à l'isolement. Il découvre que l'enfermement prolongé peut effectivement provoquer des symptômes de désorientation et des épisodes hallucinatoires chez les jeunes enfants, surtout quand ils sont privés de leurs repères habituels et de leurs interactions sociales normales.
Cependant, la précision des descriptions d'Emma et la constance de ses conversations dépassent le cadre des réactions psychologiques classiques. La troisième nuit, vers minuit. Emma se lève discrètement de son lit, se dirige vers la porte de sa chambre avec des gestes lents et mécaniques qui rappellent étrangement ceux d'une somnambule. Ses parents, qui dorment mal depuis le début de cette claustration forcée, entendent le grincement de la porte et se réveillent immédiatement. Ils trouvent leur fille debout, dans le couloir, les yeux ouverts mais avec un regard véhidel tourné vers l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Quand ils l'interrogent doucement, Emma répond d'une voix monocorde qu'elle doit aller rejoindre ses amis qui l'attendent dans le jardin pour lui montrer des trésors cachés qu'ils l'ont découvert spécialement pour elle. Elle explique 0-100. C'est très important qu'elle y aille maintenant, car c'est le moment idéal pour visiter leur royaume secret et qu'ils ne peuvent pas attendre plus longtemps. Thomas et Isabelle ramènent fermement leur fille dans sa chambre, mais elle proteste en répétant qu'elle a promis à ses amis de venir et qu'elle ne peut pas leur faire de la peine en manquant à sa parole. Le lendemain matin, Emma se réveille, sans aucun souvenir de son épisode nocturne. Mais elle semble encore plus obsédée par ses amis invisibles que les jours précédents. Elle passe tout son temps libre à discuter avec eux à travers les volets, leur racontant sa vie d'avant, ses jeux préférés et ses rêves d'aventure. Parfois, elle éclate de rire en réaction à des plaisanteries inaudibles, ou elle hoche gravement la tête comme si elle écoutait des révélations importantes. Thomas décide de tenter une approche directe et demande à Emma de lui présenter ses nouveaux amis, espérant soit dissiper cette illusion, soit comprendre de quoi il retourne vraiment. La fillette accepte avec enthousiasme et la mène près de la fenêtre du salon, où elle commence à parler dans le vide en présentant son père à ses compagnons invisibles. Elle explique que Julie est là, ainsi que Marc et Sophie, des enfants très gentils qui habitent dans le brouillard et qui aimeraient beaucoup faire la connaissance de toute la famille. Thomas ne perçoit évidemment rien d'autre que le silence et l'opacité du brouillard. Mais il remarque qu'Emma semble réellement entendre des réponses à ses paroles. Elle traduit même les salutations de ses amis à l'intention de son père, rapportant qu'ils sont très contents de le rencontrer et qu'ils espèrent pouvoir bientôt jouer avec toute la famille. Selon Emma, ses amis mystérieux ont hâte de montrer aux adultes les merveilles de leur monde et de partager avec eux les secrets qu'ils ont découverts dans leur univers de brume. Isabelle tente une autre approche en proposant à Emma de dessiner ses nouveaux amis pour mieux les connaître. La fillette se lance avec enthousiasme dans cette activité, mais les dessins qu'elle produit sont étrangement trop blancs pour des créations d'enfants de 8 ans. Elle représente des silhouettes floues ou contours imprécis avec des visages sans traits définis et des corps qui semblent se fondre dans un arrière-plan vaporeux et indistinct. Les couleurs utilisées par Emma sont exclusivement des nuances de gris, de blanc et de bleu pâle, comme si elle ne parvenait pas à concevoir ses amis autrement que dans cette palette brumeuse. Quand ses parents lui demandent pourquoi elle ne met pas de couleurs vives dans ses dessins, elle répond que ses amis n'ont pas de couleur normale, parce qu'ils vivent dans un monde différent du nôtre où tout est plus doux et plus flou. Elle ajoute que c'est justement pour cette raison que leur univers est si reposant et si beau, loin de la dureté et de la brutalité du monde des adultes. Le 5e jour de leur enfermement, l'état psychologique d'Emma se dégrade nettement, la fillette devenant de plus en plus détachée de la réalité familiale pour se concentrer exclusivement sur ses interactions mystérieuses. Elle refuse catégoriquement de s'éloigner des fenêtres, prétendant que ses amis ont besoin de sa présence constante et qu'elle ne peut pas les abandonner. Quand ses parents insistent pour qu'elle participe aux activités familiales, elle entre dans des colères violentes tout à fait inhabituelles chez cet enfant normalement douce et obéissante. Emma commence également à refuser de manger, expliquant que ses amis du brouillard lui apportent une nourriture spéciale qui la sustente parfaitement et qui a bien meilleur goût que les aliments ordinaires. Elle prétend sentir des odeurs délicieuses qui proviennent de l'extérieur, bonbons au miel, gâteaux à la cannelle, fruits exotiques qu'elle n'a jamais goûtés mais dont elle connaît mystérieusement le goût. Thomas et Isabelle s'alarment de voir leur fille perdre visiblement du poids en l'espace de quelques jours, son visage devenant plus pâle et ses yeux se creusant dans leur orbite. La 5e nuit, Emma fait une nouvelle tentative d'évasion, mais cette fois-ci en pleine conscience et avec une détermination inquiétante. Vers 2 heures du matin, elle se lève silencieusement et se dirige vers la porte d'entrée, qu'elle commence à verrouiller méthodiquement malgré les multiples serrures installées par prudence. Heureusement, le bruit des verrous réveille Thomas, qui découvre sa fille sur le point de sortir dans le brouillard nocturne, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Quand il lui demande ce qu'elle fait, Emma répond calmement qu'elle a rendez-vous avec ses amis qui l'attendent pour lui faire visiter leur château de nuages situé quelque part dans la forêt. Elle explique que c'est une chance exceptionnelle qu'il lui offre, car très peu d'enfants ont le privilège de découvrir ce lieu magique où tous leurs rêves peuvent devenir réalité.
Thomas ramène fermement sa fille à l'intérieur, mais elle continue à protester en répétant que ses amis vont être très déçus et qu'elle ne pourra peut-être jamais avoir une autre opportunité de visiter leur monde merveilleux. Isabelle et Thomas passent le reste de la nuit à se relayer pour surveiller leur fille, qui semble désormais totalement obsédée par l'idée de rejoindre ses compagnons mystérieux. À l'extérieur, Emma ne trouve plus le sommeil et reste éveillée à discuter avec ses amis invisibles, leur expliquant que ses parents l'empêchent de sortir par méchanceté et jalousie parce qu'ils ne supportent pas qu'elle ait trouvé des amis plus intéressants qu'eux. Elle leur promet qu'elle trouvera bientôt un moyen de leur échapper pour les rejoindre définitivement dans leur paradis de brumeux. 6e jour, Thomas prend la décision de contacter Pierre Castellan malgré l'interdiction tacite de sortir, espérant obtenir des conseils de son voisin plus expérimenté. Il réussit à joindre Pierre par téléphone, mais constate que son interlocuteur semble extrêmement nerveux et réticent à parler de la situation. Pierre lui explique à voix basse que certains enfants sont plus sensibles que d'autres aux phénomènes qui accompagnent les brouillards d'automne, et qu'il faut absolument empêcher Emma de sortir quoi qu'il arrive. Selon Pierre, les brouillards de Saint-Morgan des Brunes ont des propriétés particulières qui peuvent affecter le système nerveux des enfants et provoquer des hallucinations auditives et visuelles très réalistes. Il explique que certains gamins du village ont déjà été victimes de ces phénomènes par le passé, développant des fixations obsessionnelles sur des présences imaginaires qu'ils croient percevoir dans la brume. La seule solution consiste à maintenir l'enfant à l'intérieur jusqu'à ce que le brouillard se dissipe, en espérant que les symptômes disparaîtront avec lui. Pierre ajoute, d'un ton particulièrement grave, que plusieurs familles ont déjà vécu des drames terribles à cause de ces phénomènes, des enfants ayant réussi à s'échapper pendant la nuit pour disparaître définitivement dans la brume. Il mentionne le cas de la petite Marie Dubois, la petite nièce de la doyenne du village, qui avait disparu il y a une quinzaine d'années dans des circonstances similaires et qu'on n'avait jamais retrouvée depuis cet événement tragique. Tous les parents du village prennent des précautions extrêmes pour s'assurer que leurs enfants ne peuvent pas sortir pendant les épisodes de brouillard. Thomas accroche avec la certitude que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait, et que les superstitions locales cachent en réalité des dangers très concrets pour la sécurité des enfants. Il fait part de sa conversation à Isabelle, et tous deux décident de redoubler de vigilance pour empêcher Emma de céder aux tentations mystérieuses qui semblent l'attirer irrésistiblement vers l'extérieur. Ils installent des dispositifs de sécurité supplémentaires sur toutes les issues de la maison, chaînes, verrous additionnels, et même une alarme improvisée qui se déclenchera si une porte s'ouvre pendant la nuit. Emma accueille ces mesures de sécurité avec une colère froide qui tranche avec ses habituels emportements d'enfant contrarié. Elle regarde ses parents avec un mépris nouveau, leur reprochant de la priver méchamment des plus belles aventures de sa vie par égoïsme et petitesse d'esprit. Selon elle, ils ne comprennent rien aux merveilles qui l'attendent dehors parce qu'ils sont trop vieux et trop fermés des SPRIT pour apprécier la magie qui existe autour de la fillette. Commence même à menacer ses parents de représailles mystérieuses, expliquant que ses amis du brouillard n'apprécient pas qu'on l'empêche de les rejoindre. Elle prétend que ces entités ont des pouvoirs spéciaux qui leur permettent d'entrer dans les maisons fermées et de punir les adultes méchants qui font du mal aux enfants. Thomas et Isabelle sont profondément troublés par ce changement radical de personnalité chez leur fille, habituellement si affectueuse et respectueuse envers le 7e jour. Des phénomènes étranges commencent à se manifester dans la maison elle-même, comme si les amis d'Emma cherchaient effectivement à pénétrer dans leur refuge. Des bruits inexpliqués résonnent dans les murs, grincements, craquements, et parfois des sons qui ressemblent à des chuchotements lointains ou à des rires d'enfants. Étouffée, la température de la maison devient difficile à réguler, certaines pièces se refroidissant brutalement tandis que d'autres restent anormalement chaudes. Isabelle remarque que l'humidité semble s'infiltrer progressivement dans la maison malgré les volets fermés et les précautions prises contre les intempéries. Des traces de condensation apparaissent sur les murs et une odeur de terre mouillée et de végétation en décomposition envahit peu à peu toutes les pièces. Emma accueille ces manifestations avec une joie évidente, expliquant que ses amis commencent enfin à trouver des moyens d'entrer pour la voir. Thomas découvre avec stupéfaction que certaines de ses affaires se sont déplacées inexplicablement. Livres rangés dans des étagères différentes, vêtements retrouvés dans des armoires qui ne sont pas les leurs, objets personnels changés de place sans qu'aucun membre de la famille ne s'en souvienne. Isabelle constate des phénomènes similaires avec ses propres affaires, et même avec les jouets d'Emma qui semblent se réorganiser spontanément selon une logique mystérieuse que personne ne comprend. Ces déplacements d'objets s'accompagnent parfois de traces humides sur les surfaces,
Comme si des mains invisibles lui avaient manipulé les affaires familiales. Emma prétend que ses amis explorent la maison pour mieux connaître sa famille, et pour préparer leur prochaine visite officielle, elle explique qu'ils sont très curieux de découvrir comment vivent les gens normaux, car leur propre existence dans le brouillard est très différente de la vie ordinaire, selon la fillette. Ces entités bienveillantes ne font que se renseigner sur leurs futurs amis et ne causent aucun mal. À personne la 7e nuit, Emma disparaît de sa chambre sans que l'alarme se déclenche, comme si elle avait trouvé un moyen surnaturel de quitter la maison sans ouvrir aucune porte ni aucune fenêtre. Thomas et Isabelle découvrent son lit vide vers 4 heures du matin et fouillent frénétiquement toute la maison. Mais leur fille semble s'être volatilisée mystérieusement. Toutes les issues restent fermées, verrouillées de l'intérieur. Les fenêtres sont intactes. Et aucun indice ne permet d'expliquer cette disparition impossible paniquée. Les parents sortent dans le brouillard malgré tout chez les avertissements reçus. Un plan émane à travers la brume impénétrable qui engloutit leur voix et déforme les sons. La visibilité reste absolument nulle, ils ne peuvent même pas distinguer leurs propres pieds. Et seuls leurs cris désespérés résonnent dans le silence opaque qui enveloppe toute la vallée. Thomas et Isabelle errent pendant des heures dans cette voie glaciale, trébuchant sur des obstacles invisibles, perdant rapidement tout sens de l'orientation. Levé du jour, ils entendent soudain la voix d'Emma qui les appelle depuis la direction de la maison, et ils parviennent tant bien que mal à retrouver leur chemin en suivant ses IND et CATUNS. Rassurante, ils découvrent leur fille assise tranquillement sur le perron, comme si elle n'avait jamais quitté la propriété, souriante et détendue. Après sa mystérieuse absence nocturne, Emma leur explique simplement qu'elle est allée rendre visite à ses amis du brouillard et qu'elle a passé une nuit merveilleuse dans leur monde. Secret selon ses dires, elle a été accueillie dans un palais fait de nuages et de rosée, où des centaines d'enfants venus de toutes les époques vivent en harmonie sous la protection de gardiens bienveillants. Elle décrit des jardins suspendus où poussent des fleurs phosphorescentes, des rivières de lait tiède où nagent des poissons en sucre d'orge, et des arbres qui chantent des berceuses pour endormir les petits visiteurs fatigués. Emma raconte que tous les enfants de ce monde magique étaient autrefois des petits humains comme elle, qui ont choisi de rejoindre ce paradis éternel pour échapper au chagrin et aux contraintes de la vie ordinaire. Elle explique que ses nouveaux amis lui ont proposé de rester définitivement parmi eux, mais qu'elle a demandé un délai pour réfléchir et pour dire au revoir à ses parents. Selon Emma, cette offre exceptionnelle ne se présente qu'une fois par siècle, et elle constitue une chance unique d'accéder à un bonheur parfait et éternel. Les enfants du brouillard lui ont accordé 3 jours supplémentaires pour prendre sa décision finale. Après quoi ils repartiront et ne reviendront plus jamais. Thomas et Isabelle sont atterrés par le récit de leur fille, qui semble parfaitement convaincue de la réalité de cette expérience surnaturelle. Emma présente des détails physiques troublants, ses vêtements sont humides et sentent la terre mouillée. Ses cheveux sont parsemés de gouttelettes qui ressemblent à de la rosée et sa peau est anormalement froide au toucher. Surtout, elle rapporte des informations précises sur des lieux qu'elle n'a jamais vus. La description exacte de la vieille église en ruine située de l'autre côté de la vallée, ou l'emplacement d'une source cachée que même les habitants du village connaissent mal. Emma montre également des changements physiques subtils mais inquiétants. Ses yeux ont pris une teinte plus claire, presque grisâtre, et sa voix a gagné une intonation particulière, plus douce et plus mélodieuse qu'auparavant. Elle semble avoir acquis une maturité soudaine qui contraste avec son âge, s'exprimant avec un vocabulaire et une sagesse qui dépassent ses capacités habituelles d'enfant de 8 ans. Parfois, elle fait des références à des événements historiques ou à des personnes qu'elle ne devrait pas connaître, comme si elle avait accès à une mémoire collective mystérieuse. Les parents tentent de raisonner leur fille en lui expliquant qu'elle a certainement fait un rêve particulièrement vivace, amplifié par le stress de la situation et l'atmosphère oppressante du brouillard. Mais Emma rejette catégoriquement cette hypothèse, maintenant avec une conviction inébranlable qu'elle a réellement visité un autre monde et rencontré des êtres extraordinaires. Elle apporte même des preuves de son voyage, de petites fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant, et qui semblent effectivement avoir poussé dans des conditions climatiques impossibles pour la région. Thomas décide de contacter immédiatement Pierre Castellan pour l'informer de cette nouvelle évolution dramatique, mais découvre que la ligne téléphonique ne fonctionne plus. Enfin, tous ses moyens de communication avec l'extérieur semblent définitivement coupés, pas de réseau téléphonique, pas d'internet. Et même les ondes radio sont parasitées par des interférences incompréhensibles. La famille Moreau se retrouve complètement isolée dans leur maison, prisonnière du brouillard et de ses mystères grandissants. Emma passe les 2 jours suivants dans un état de béatitude tranquille, comme détachée des préoccupations terrestres et déjà partiellement absente du monde réel. Elle ne manifeste plus aucun intérêt pour les activités normales d'une enfant de son âge.
préférant rester immobile près des fenêtres à converser avec ses amis invisibles. Parfois, elle éclate de rire en réaction à des plaisanteries inaudibles, ou elle hoche la tête gravement, comme si on lui transmettait des informations importantes sur son avenir. Isabelle remarque que sa fille mange de moins en moins, prétendant que la nourriture ordinaire n'a plus aucun goût depuis qu'elle a goûté aux merveilles culinaires du monde des brumes. Emma affirme qu'elle n'a plus besoin de se nourrir comme avant, car ses nouveaux amis lui apportent une énergie spirituelle qui la sustente beaucoup mieux que les aliments matériels. Physiquement, la fillette semble effectivement moins fatiguée et plus énergique qu'avant. Malgré son régime alimentaire drastiquement réduit, le comportement d'Emma envers ses parents devient de plus en plus distant et condescendant, comme si elle les considérait désormais comme des êtres inférieurs, incapables de comprendre sa nouvelle condition. Elle leur parle avec une patience exagérée, comme on s'adresse à des enfants attardés, leur expliquant qu'ils ne peuvent pas saisir la beauté de ce qui lui arrive parce qu'ils sont prisonniers du monde matériel. Selon elle, les adultes perdent progressivement leur capacité à percevoir les dimensions supérieures de la réalité. Et c'est pour cette raison qu'ils ne voient que du brouillard là où elle aperçoit un univers merveilleux. La 9e nuit, Emma annonce calmement à ses parents qu'elle a pris sa décision et qu'elle partira le lendemain rejoindre définitivement ses amis du brouillard. Elle leur explique que cette séparation est nécessaire pour son épanouissement personnel et qu'ils ne doivent pas être tristes car elle sera infiniment plus heureuse dans son nouveau monde. Emma promet de revenir leur rendre visite de temps en temps, quand les conditions atmosphériques le permettront, mais précise qu'elle ne pourra plus jamais redevenir la petite fille ordinaire qu'elle était auparavant. Thomas et Isabelle tentent désespérément de dissuader leur fille, lui promettant tout ce qu'elle voudra si elle accepte de rester avec eux. Ils évoquent tous les projets familiaux qu'ils avaient prévus, les voyages, les cadeaux, les expériences extraordinaires qu'ils pourraient vivre ensemble dans le monde réel. Mais Emma écoute leurs supplications avec une compassion détachée, comme si elle plaignait sincèrement leur incapacité à comprendre la chance exceptionnelle qui s'offre à elle. Elle leur explique que l'amour qu'elle éprouve pour eux n'a pas disparu, mais qu'il s'est transformé en quelque chose de plus universel et spirituel qui dépasse les liens familiaux ordinaires. Dans le monde des brumes, précise-t-elle, tous les enfants forment une grande famille unie par des liens plus forts que le sang, et elle pourra aimer ses parents à distance tout en partageant cette fraternité cosmique avec ses nouveaux compagnons. Emma assure que cette évolution représente un progrès naturel dans son développement, et qu'essayer de l'en empêcher reviendrait à la condamner à une existence diminuée et frustrante. La 10e et dernière nuit, Thomas et Isabelle organisent une surveillance permanente de leur fille, se relayant pour s'assurer qu'elle ne puisse pas quitter la maison discrètement. Ils barricadent toutes les issues avec des meubles lourds, installent des ficelles et des objets qui tomberaient au moindre mouvement, et gardent constamment Emma dans leur CHNP de vision directe. Mais vers 3 heures du matin, ils constatent avec horreur que leur fille a de nouveau disparu sans laisser la moindre trace de son passage cette fois-ci. Sa disparition s'accompagne de phénomènes surnaturels encore plus troublants. Les barricades restent en place, les pièges de surveillance ne se sont pas déclenchés. Et pourtant Emma s'est volatilisée de sa chambre fermée à clé. À la place de son corps, les parents découvrent seulement une forme humaine dessinée dans la condensation qui recouvre le matelas, comme si leur fille s'était transformée en vapeur d'eau. L'air de la chambre sent intensément la rosée et la terre mouillée, et une brume légère flotte au niveau du plafond malgré les fenêtres hermétiquement closes. Thomas et Isabelle se précipitent dehors dans le brouillard, mais cette fois-ci, ils n'entendent plus la voix de leur fille qui les guide vers la maison. Le silence total qui règne dans la brume semble avoir englouti définitivement tous les sons familiers, et leurs appels désespérés ne reçoivent aucune réponse. Ils errent pendant des heures dans cette ouate oppressante, trébuchant, tombant, se perdant complètement dans un labyrinthe de vapeur qui semble s'étendre à l'infini quand, finit par percer timidement l'opacité du brouillard. Thomas et Isabelle découvrent qu'ils se trouvent dans un endroit totalement inconnu, au milieu d'une forêt dense qui n'existe pas dans les environs de leur maison. Les arbres qui les entourent sont d'essence qu'ils n'ont jamais vus, avec des feuillages aux couleurs impossibles et des troncs qui semblent phosphorescer faiblement. Dans la pénombre matinale, le sol est couvert d'un tapis de mousse anormalement moelleuse qui amortit complètement le bruit de leur pas et dégage une odeur sucrée rappelant le miel et la cannelle au centre de cette clairière mystérieuse. Ils aperçoivent un groupe d'enfants qui jouent silencieusement dans la lumière, filtrée par la canopée étrange. Ces enfants ont tous approximativement l'âge d'Emma, mais leur visage présente une pâleur translucide qui les fait ressembler à des créatures de porcelaine délicate. Leurs vêtements semblent tissés dans la même substance que le brouillard, lui-même flottant et indistinct, changeant constamment de forme et de couleur selon les mouvements de l'air. Emma se trouve parmi eux,
Mais elle a subi une transformation troublante qui la rend à peine reconnaissable pour ses parents. Horrifiée, sa peau a pris la même teinte nacrée que celle de ses nouveaux compagnons. Et ses cheveux flottent autour de son visage comme s'ils étaient constamment baignés dans une brise invisible. Ses yeux, autrefois d'un vert pétillant, sont devenus d'un gris boisbessin qui reflète la lumière comme la surface d'un lac partant de brouillard quand Thomas et Isabelle l'appellent. Emma tourne lentement la tête vers eux avec un sourire bienveillant mais distant. Comme si elle les reconnaissait, sans vraiment les comprendre. Elle s'approche d'eux avec des mouvements efféminés et gracieux qui rappellent la façon dont se déplace la brume elle-même, ses pieds effleurant à peine le sol moussu. Sa voix, quand elle leur parle, a pris une qualité mélodieuse qui résonne, étrangement dans la clairière enchantée. Comme si elle provenait de très loin ou de très profond, Emma leur explique avec une patience infinie qu'elle ne peut plus revenir avec eux, car elle appartient désormais à un monde différent du leur. Elle leur assure qu'elle est parfaitement heureuse dans sa nouvelle existence, entourée d'amis merveilleux qui comprennent sa vraie nature et partagent ses rêves les plus profonds. Selon elle, ce changement représente une évolution naturelle que tous les enfants purs et innocents ont destiné à connaître s'ils ont la chance de rencontrer. Les gardiens du brouillard Thomas tentent désespérément de prendre sa fille dans ses bras pour la ramener de force, mais ses mains traversent son corps comme s'il était fait de vapeur solidifiée. Emma n'est plus entièrement matérielle. Elle existe dans un état intermédiaire entre la chair et l'esprit qui la rend intouchable pour les vivants ordinaires. Elle explique tristement que cette barrière physique est nécessaire pour la protéger des énergies négatives du monde matériel, qui pourraient contaminer sa pureté spirituelle. Retrouver Isabelle, supplie sa fille de revenir, lui promettant qu'ils feront tout pour comprendre et accepter ce qui lui arrive. Mais Emma secoue doucement la tête avec une sagesse qui dépasse son âge. Elle explique que l'amour de ses parents, bien que sincère, appartient au monde de la souffrance et de la limitation, alors qu'elle a maintenant accès à un amour universel qui embrasse tous les êtres sans distinction ni possessivité. Selon Emma, ses parents finiront par comprendre que sa transformation constitue un cadeau merveilleux qui lui permet d'échapper aux tourments et aux déceptions de l'existence humaine normale. La fillette transformée leur fait visiter son nouveau domaine, leur montrant des merveilles indescriptibles qui défient toutes les lois de la physique connue. Des cascades d'eau cristalline coulent vers le haut, des fleurs chantent des mélodies complexes, et des papillons ailes transparentes dessinent des motifs géométriques parfaits dans l'air saturé d'humidité parfumée. Emma explique que ce monde obéit à des règles différentes, basées sur l'harmonie et la beauté plutôt que sur la lutte et la compétition destructrice qui caractérise l'univers des adultes. Elle présente ses nouveaux amis à ses parents. Julie, qui a effectivement disparu de son voisinage terrestre, Marc et Sophie, et des dizaines d'autres enfants venus de toutes les époques historiques. Certains portent des vêtements médiévaux, d'autres des costumes du XIXe siècle, et quelques-uns arborent même des tenues préhistoriques faites de peau et de fourrure tissée de brume. Tous partagent la même expression de sérénité profonde et la même aura translucide, qui les distingue définitivement des êtres humains ordinaires. Emma raconte l'histoire de chacun. Des enfants qui se sont perdus dans des brouillards similaires à travers les siècles. Des petits qui ont choisi de rejoindre ce refuge éternel pour échapper à des vies difficiles ou traumatisantes. Elle explique que tous ont été accueillis avec la même bienveillance par les gardiens ancestraux du royaume des brumes, des entités antérieures à l'humanité qui veillent sur les innocents et les protègent des cruautés du monde. Selon Emma, ces gardiens ont créé ce sanctuaire intemporel spécialement pour offrir aux enfants purs un havre de paix où ils peuvent grandir spirituellement sans être corrompus par la violence et la méchanceté. Des adultes, Thomas et Isabelle, réalisent progressivement que leur fille n'est plus vraiment leur fille, mais une version idéalisée et spiritualisée qui conserve ses souvenirs et son affection pour eux, tout en appartenant désormais à une réalité supérieure. Emma leur explique qu'ils peuvent lui rendre visite chaque année quand revient le brouillard d'automne, mais qu'elle ne pourra jamais plus partager leur existence terrestre limitée. Elle les encourage à être fiers de lui avoir donné une enfance suffisamment heureuse pour qu'elle soit digne d'accéder à ce privilège extraordinaire. Réservé aux âmes les plus pures, la conversation se prolonge pendant des heures. Emma répondant avec une patience infinie à toutes les questions de ses parents désespérés. Elle leur décrit sa nouvelle existence, des jours passés à jouer dans des jardins impossibles, des nuits bercées par les chants des vents mystérieux, des apprentissages magiques qui développent des facultés insoupçonnées chez les enfants ordinaires, selon elle. Chaque enfant du royaume des brumes développe des talents particuliers, certains apprennent à faire pousser des fleurs de cristal, d'autres découvrent comment chanter avec les voix des rivières. Quelques-uns maîtrisent l'art de tisser des vêtements à partir de rayons de lui-même. Montre à ses parents quelques-unes de
Ses nouvelles capacités. Elle fait apparaître de petites créatures lumineuses qui dansent autour de sa tête. Transforme des gouttes de rosée en perles iridescentes. Et fait résonner dans l'air des mélodies qu'aucun instrument terrestre ne pourrait produire. Ces démonstrations, loin de rassurer Thomas et Isabelle, ne font qu'accentuer leur sentiment de perte irrémédiable face à cette fille qui leur échappe. Définitivement, Emma perçoit leur tristesse et tente de les consoler en leur expliquant qu'ils ne doivent pas voir sa transformation comme une mort, mais comme une naissance à une vie supérieure. Elle leur révèle que d'autres parents avant ont vécu la même épreuve, et que certains ont fini par comprendre et accepter le cadeau exceptionnel qui était fait à leur enfant. Selon Emma, ses parents éclairés ont appris à être fiers d'avoir engendré un être assez pur pour mériter cette élévation spirituelle. Et ils trouvent leur consolation dans les visites annuelles que leur permettent les brouillards d'automne. Elle cite l'exemple de Marie-Claire Dubois, qui a fini par se réjouir que sa petite nièce ait échappé aux souffrances et aux déceptions qui l'attendaient dans le monde ordinaire. Progressivement, la lumière particulière qui baigne la clairière mystérieuse commence à s'affaiblir. Signe que la visite touche à sa fin, Emma explique à ses parents que le temps fonctionne différemment dans son nouveau monde et que ces quelques heures de conversation correspondent à plusieurs jours dans la réalité ordinaire. Elle leur annonce qu'ils vont bientôt se retrouver dans leur maison et que le brouillard commencera à se dissiper dans les jours qui viennent pour marquer la fin du cycle annuel. Thomas et Isabelle supplient leur fille une dernière fois de revenir avec eux, lui promettant qu'ils feront tout pour comprendre et accepter sa transformation mystérieuse, mais Emma leur explique avec une tristesse mêlée de fermeté que ce retour est désormais possible, car elle a franchi un seuil qui ne peut pas être retraversé dans l'autre sens. Elle leur assure cependant qu'elle les aime toujours profondément, et que cet amour perdurera éternellement sous sa nouvelle forme spiritualisée. La fillette, transformée, embrasse tendrement ses parents, et ils sentent contre leurs joues un contact frais et vaporeux qui leur rappelle la caresse du brouillard matinal sur la peau. Emma leur murmure des mots de réconfort dans une langue qu'ils ne reconnaissent pas mais dont ils comprennent instinctivement le sens. Elle leur souhaite de trouver la paix et d'accepter ce mystère merveilleux qui dépasse l'entendement. Puis elle recule lentement en leur adressant un dernier sourire lumineux et apaisé, avant de se fondre progressivement dans la brume qui commence à envahir la clairière. Les autres enfants du royaume des brumes s'approchent à leur tour de Thomas et Isabelle, chacun murmurant quelques mots de consolation mystérieuse dans des langues oubliées depuis des siècles. Certains d'entre eux ressemblent à des enfants que les parents ont vus sur de vieilles photographies dans les archives du village, confirmant que ce phénomène récurrent touche Saint-Morgan des Brumes depuis des générations. Tous expriment la même sérénité transcendante et la même compassion détachée envers ses parents qui vivent l'épreuve qu'ont connue tant d'autres avant. Progressivement, la clairière enchantée se dissout dans une brume de plus en plus dense et Thomas et Isabelle se retrouvent seuls dans l'opacité totale, sans aucun point de repère pour s'orienter. Ils errent pendant ce qui leur semble des heures, appelant désespérément leur fille dans ce labyrinthe de vapeur qui absorbe leur voix et déforme tous les sons. Finalement, ils aperçoivent une lueur familière qui perce la brume et reconnaissent les fenêtres éclairées de leur propre maison. De retour chez eux, ils découvrent que 3 jours se sont écoulés depuis leur dernière nuit normale, bien qu'ils aient l'impression de n'avoir passé que quelques heures dans la clairière mystérieuse. Les horloges de la maison se sont remises en marche spontanément, les appareils électriques fonctionnent à nouveau normalement, et l'humidité qui imprégnait toute la demeure a disparu mystérieusement dans la chambre d'Emma. Il trouve ses affaires soigneusement rangées, comme s'il avait préparé son départ avec méthode, mais aussi une petite fleur cristalline qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Le brouillard commence effectivement à se dissiper dans les jours qui suivent, révélant progressivement un paysage automnal normal où rien ne subsiste des merveilles entrevues. Dans l'autre monde, Thomas et Isabelle tentent de retrouver la clairière mystérieuse où ils ont rencontré leur fille transformée. Mais ils ne découvrent que des bois ordinaires peuplés d'arbres parfaitement banals et dépourvus de toute trace de magie. La fleur cristalline reste leur seule preuve tangible de cette expérience surnaturelle, scintillant faiblement dans l'obscurité et dégageant un parfum subtil qui rappelle l'atmosphère du royaume des brumes. Les habitants du village accueillent leur retour avec un mélange de compassion et de gêne, évitant soigneusement d'aborder le sujet de la disparition d'Emma. Marie-Claire Dubois, la doyenne, leur rend une visite discrète pour leur expliquer qu'ils ne sont ni les premiers ni les derniers à vivre cette épreuve, et que certains secrets du village ne peuvent être partagés avec les nouveaux arrivants qu'après les avoir vécus personnellement. Elle leur révèle que plusieurs familles de Saint-Morgan des Brumes gardent le secret de disparitions similaires, et qu'une solidarité silencieuse unit tous ceux qui ont été touchés par le mystère des brouillards.
d'automne. Marie-Claire leur explique que les anciennes traditions du village ont été développées pour protéger les enfants de ce phénomène récurrent, mais que certains petits sont naturellement plus sensibles que d'autres aux appels du royaume des brumes. Selon elle, Emma faisait partie de ces enfants particuliers qui possèdent une pureté d'âme exceptionnelle, les rendant dignes d'être choisis par les gardiens mystérieux pour rejoindre leur sanctuaire éternel. La vieille dame assure à Thomas et Isabelle qu'ils doivent considérer cette sélection comme un honneur RARE. Même si la douleur de la séparation peut sembler insupportable dans un premier temps, elle leur révèle également que les enfants du royaume des brumes peuvent effectivement rendre visite à leur famille lors des épisodes de brouillard annuels. Mais que ces retrouvailles spirituelles deviennent de plus en plus espacées au fil des années. Avec le temps, les petits transformés s'intègrent complètement dans leur nouveau monde et perdent progressivement leurs attaches terrestres, jusqu'à oublier parfois l'existence de leurs parents biologiques. Marie-Claire conseille à Thomas et Isabelle de profiter pleinement des quelques visites qui leur seront accordées, car elles constituent des privilèges exceptionnels que peu de parents ont la chance de connaître. Les mois qui suivent sont particulièrement difficiles pour la famille Moreau, qui doit apprendre à vivre avec cette perte inexplicable et ce secret qu'elle ne peut partager avec personne d'extérieur au village. Thomas tente de reprendre son travail informatique, mais il éprouve des difficultés de concentration et des épisodes de dépression qui nuisent à sa productivité professionnelle. Isabelle plonge dans l'étude des traditions locales et des témoignages historiques, espérant trouver des explications rationnelles ou des précédents rassurants qui l'aideraient à accepter ce qui s'est passé. Il découvre dans les archives municipales des traces de disparitions mystérieuses qui remontent effectivement à plusieurs siècles, toujours liées aux épisodes de brouillard automnal et concernant exclusivement des enfants de moins de 12 ans. Ces documents officiels évoquent pudiquement des accidents météorologiques ou des égarements en montagne. Mais les témoignages familiaux conservés dans la tradition orale racontent des histoires similaires à celles qu'ils ont vécues. Isabelle rencontre discrètement d'autres parents du village qui ont perdu des enfants dans des circonstances analogues et découvre une communauté secrète de familles endeuillées qui se soutiennent mutuellement dans leur épreuve. Ses parents expérimentés lui expliquent que la douleur de la perte s'atténue progressivement, remplacée par une forme de fierté mystique d'avoir engendré un être assez pur pour accéder à une dimension supérieure de l'existence. Ils lui décrivent les visites annuelles de leurs enfants transformés, des rencontres de plus en plus brèves et espacées, mais qui apportent chaque fois une paix profonde et durable, selon leurs témoignages. Ces retrouvailles permettent de constater que les petits disparus continuent de grandir et d'évoluer dans leur nouveau monde, développant des sagesses et des capacités qui dépassent largement celles des humains ordinaires. L'automne suivant arrive avec son cortège d'appréhension et d'espoir mêlés. Thomas et Isabelle se préparant à leur première retrouvaille potentielle avec Emma transformée. Ils suivent scrupuleusement les conseils de Marie-Claire, préparation spirituelle par la méditation et la prière, purification de la maison par des rituels de nettoyage énergétique, et surtout acceptation totale de ce qui va se passer sans aucune tentative d'interférence. Quand le brouillard revient envelopper la vallée, ils l'accueillent avec un mélange d'angoisse et d'impatience, conscients que leur fille pourrait aussi bien paraître que rester définitivement invisible. Le 5e jour du brouillard, Emma se manifeste effectivement, mais de manière très différente de leur première rencontre dans la clairière enchantée. Cette fois, elle apparaît directement dans leur salon comme une projection translucide qui conserve ses traits familiers tout en ayant acquis une aura surnaturelle encore plus prononcée. Sa visite ne dure que quelques minutes, pendant lesquelles elle rassure ses parents sur son bonheur parfait et leur transmet des messages de sagesse qui les aident à accepter leur nouvelle situation. Emma leur explique qu'elle grandit, apprend des merveilles inimaginables dans son royaume de brume, développant des talents artistiques et spirituels qui n'existent pas dans le monde ordinaire. Elle leur montre quelques créations qu'elle a réalisées, des sculptures de lumière qui dansent dans l'air, des mélodies qui se matérialisent sous forme de couleurs chatoyantes, des poèmes composés dans la langue originelle de la création. Selon elle, tous les enfants du royaume développent ainsi leurs dons particuliers sous la guidance bienveillante ou des gardiens ancestraux, atteignant des niveaux de création et d'harmonie impossibles à concevoir pour les humains limites. Cette première visite post-transformation se termine par une bénédiction mystérieuse qu'Emma accorde à ses parents, une transmission d'énergie apaisante qui les aide à surmonter leur chagrin et à trouver un nouveau sens à leur existence. Elle leur promet de revenir l'année suivante, mais les prévient que ces contacts privilégiés s'espaceront naturellement au fur et à mesure qu'elle s'intégrera complètement dans sa nouvelle réalité spirituelle. Thomas et Isabelle acceptent cette évolution inéluctable avec une sérénité qui n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Les années passent,
rythmée par ses visites annuelles de plus en plus brèves, mais toujours profondément réconfortante pour les parents endeuillés. Emma continue de grandir dans son monde parallèle, développant une maturité spirituelle et des capacités créatrices qui dépassent largement ce qu'elle aurait pu atteindre dans l'existence ordinaire. Ses messages deviennent progressivement plus universels et philosophiques, s'adressant autant à l'humanité entière qu'à ses parents particuliers, comme si elle accédait à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Thomas et Isabelle finissent par trouver une paix profonde dans cette situation exceptionnelle, comprenant qu'ils ont été les instruments d'un mystère qui les dépasse mais qui participe d'un ordre cosmique plus vaste. Ils deviennent à leur tour des guides spirituels pour les nouvelles familles qui arrivent au village et qui risquent de vivre la même épreuve, transmettant la sagesse qu'ils ont acquise dans cette expérience transformatrice. Leur maison devient un lieu de recueillement et de préparation pour les parents qui pressentent que leur enfant pourrait être choisi par les gardiens du royaume des brumes. Marie-Claire Dubois, avant de mourir à l'âge de 98 ans, révèle à Thomas et Isabelle les derniers secrets de Saint-Morgan des Brumes concernant l'origine véritable de ce phénomène récurrent. Selon ces révélations ultimes, le village a été fondé au XIIIe siècle par une communauté mystique qui cherchait à établir un pont permanent entre le monde matériel et les dimensions spirituelles supérieures. Les fondateurs avaient découvert que cette vallée particulière présentait des propriétés géomagnétiques exceptionnelles qui facilitaient les passages entre les différents plans de réalité. Les brouillards d'automne ne sont pas un phénomène naturel, mais le résultat de rituels séculaires perpétués par les descendants spirituels de ces premiers mystiques qui maintiennent ouvert le passage vers le royaume des innocents. Cette tradition a pour but de sauver les enfants les plus purs de la corruption du monde matériel, en leur offrant la possibilité d'accéder directement à des dimensions d'existence supérieures sans passer par les épreuves et les souffrances de l'âge adulte. Marie-Claire explique que chaque enfant choisi contribue à enrichir et renforcer le royaume des brumes, créant progressivement une communauté spirituelle qui servira de refuge éternel pour tous les innocents à venir. Elle révèle également que les parents de ces enfants élus bénéficient eux-mêmes d'une élévation spirituelle progressive, développant au fil des années des capacités de perception et de sagesse qui les préparent à leur propre transition vers des dimensions supérieures. Selon la tradition, ces parents privilégiés deviennent après leur mort terrestre les gardiens et protecteurs du royaume des brumes, veillant éternellement sur les enfants s'ils y ont envoyé et accueillant les nouveaux arrivants avec l'amour et la compréhension qu'ils y ont développé. Cette révélation transforme complètement la perspective de Thomas et Isabelle sur leur épreuve, qu'ils comprennent désormais comme une initiation sacrée à une destinée exceptionnelle. 20 ans plus tard, Thomas et Isabelle, devenus les nouveaux gardiens de la tradition villageoise, accueillent une jeune famille parisienne qui vient s'installer dans leur ancienne maison. Les nouveaux arrivants, Marc et Sophie Durand, accompagnés de leur fille Léa âgée de 7 ans, découvrent avec émerveillement la beauté sauvage de Saint-Morgan des Brumes et projettent d'y construire une nouvelle vie loin du stress urbain. Thomas et Isabelle observent cette famille avec une compassion mêlée d'inquiétude, reconnaissant dans leurs espoirs et leurs illusions l'écho de leurs propres rêves d'autrefois. Ils savent que l'automne approche et que le cycle mystérieux va bientôt recommencer avec de nouveaux protagonistes qui ignorent encore tout du destin exceptionnel qui les attend peut-être. La petite Léa présente déjà les signes distinctifs de la sensibilité particulière qui caractérise les enfants susceptibles d'être choisis, une imagination débordante, une attirance naturelle pour les mystères de la nature et surtout cette pureté d'âme qui brille dans ses yeux comme une lumière intérieure. Thomas et Isabelle se préparent à accompagner cette nouvelle famille dans l'épreuve qu'ils ont traversée, transmettant avec amour et sagesse les enseignements qu'ils ont reçus de Marie-Claire Dubois. Le dernier jour de septembre, quand les premiers filaments de brume commencent à s'élever des creux du paysage, Thomas regarde par la fenêtre et aperçoit une silhouette translucide qui se dessine dans la vapeur naissante. Emma, devenue une jeune femme d'une beauté surnaturelle, lui adresse un dernier sourire avant de disparaître dans les volutes mystérieuses qui annoncent le retour du brouillard annuel. Cette vision fugace lui confirme que sa fille continue son évolution dans les dimensions supérieures, et qu'elle va être désormais elle-même sur les nouveaux enfants qui rejoindront bientôt le royaume éternel des brumes. Ainsi se perpétue, de génération en génération, le mystère de Saint-Morgan des Brumes, où certains brouillards ne se dissipent jamais vraiment, et où les enfants les plus purs trouvent parfois des amis invisibles qui les emmènent vers des aventures que seuls les cœurs innocents peuvent comprendre et accepter. Dans ce village perdu entre les montagnes et les nuages, la frontière entre le rêve et la réalité reste éternellement floue et perméable, permettant aux âmes d'exception de franchir le seuil vers des mondes où règne pour toujours l'harmonie et la beauté parfaite.
Et chaque automne, quand revient la brume mystérieuse, les habitants fermant leurs volets en sachant que quelque part dans les vapeurs dansantes, leurs enfants perdus continuent de jouer et de grandir dans un royaume où la souffrance n'existe pas, où l'amour est éternel, et où tous les rêves deviennent enfin merveilleusement réels.